Scope item Consumable Purchasing. On a vu la semaine dernière la partie Activate Flexible Workflow for Supplier Invoice. Est-ce que j'avais montré? Oui, donc là que là. Donc après, pour continuer le processus, on va créer un contrat d'achat, création d'une demande d'achat, conversion d'une demande en commande, et on verra aussi après la partie créer une facture fournisseur avec ou sans référence à une PO. On va aussi voir la partie, bon ça on l'avait déjà vu, release une facture fournisseur. On va voir aussi ce qu'on peut utiliser, mais je pense pas qu'avec la dématérialisation, cette option-là va être pérenne, qui s'appelle en fait Invoice Reduction. Ce qui permet en fait, lorsqu'on reçoit une facture avec une facture fournisseur qui est en écart, on va en fait, et qu'on a bien sûr l'accord au préalable du fournisseur, faire ce qu'on appelle une invoice reduction, donc une réduction sur la facture, pour que le système génère un avoir et que le fournisseur nous dédommage par rapport à la facture fournisseur qu'il a. Ça évite un blocage paiement et ça permet de régulariser derrière avec un avoir, bien sûr, avec le consentement du fournisseur. Et derrière, en fait, on édite en fait une lettre de complainte qu'on envoie au fournisseur pour justifier de la facture qui était incorrecte. On verra également la partie pour faire des commandes d'achat multi-imputation. Et on verra également comment créer ce qu'on appelle un plan de facturation. Donc la création d'un contrat cadre, hein, on le retrouve dans BNX et aussi dans d'autres, je crois que c'est dans le BMD de tête sur la gestion des contrats cadres. Donc, pour créer un contrat cadre, donc, Michael, oui. j'aurais une question d'entrée de jeu là, si je peux, s'il te plaît. C'est Mhm. sur les flexible workflow. Je me demandais juste côté PP, qu'est-ce qu'on peut faire rentrer dans ce domaine-là, là? Qu'est-ce qu'on peut faire valider côté PP dans flexible workflow? Côté prod, Oui, côté prod, qu'est-ce qu'on pourrait faire rentrer dans ce parcours-là? c'est vraiment sur quelque chose qui est interne, donc c'est assez rare de mettre en place des flexible workflows sur de la production. Ok, À ma connaissance, on est plus sur de la validation. Lorsqu'on est sur de l'interaction, côté client, on l'utilise plutôt sur les commandes de retour, côté achat, ouais, mais non, côté production, je vois pas du tout. La seule chose qu'on pourrait avoir, alors ça va être plus les notifications lorsque tu as de la qualité. ok, Voilà. ça marche. C'est bon, Et merci. jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu aucune demande sur de la mise en place de workflow sur de la prod. Très bien, merci. Alors, pas sur la prod. Après, vous avez aussi un qui est important. On a vu les flexible workflows. Vous avez aussi tout ce qui va être le MDG, donc sur la création des articles et des business partners sur lesquels vous pouvez avoir de la gestion de workflow pour définir les différentes étapes et services qui doivent intervenir. Et dans ce cas-là, vous allez non plus utiliser l'application qui s'appelle Manage Product Master Data, mais vous avez des applications, c'est très simple, vous regardez toutes les applications où il y a le terme gouvernance. Et bon, là, ce n'est pas dans cet environnement-là. Vous allez avoir le même Create Material Governance qui vous permet en fait de gérer les workflows dans le MDG. Euh, et après, bah, sur QM, vous allez avoir les notifications. Sur CS, j'ai aussi tout ce qui est notification. Mais je m'enseignerai, mais à ma connaissance, ça ne me parle pas. Alors, Managed Purchase Contract, c'est l'équivalent d'une ME31K. Alors, un contrat ne peut être que mono-société. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voulez être sur des contrats centraux, vous avez maintenant un add-on. Là, vous allez voir des fois tout ce que vous allez voir sur Central. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir. Des fois, quand vous faites Manage
Purchase. Alors, est-ce que je vais l'avoir maintenant? Order Central. Voilà, donc voilà, Centrally Managed Purchase Order. Et vous allez avoir aussi les contrats. Est-ce que j'en ai un là-dedans? J'ai les Workflow Central. Je ne suis pas sûr que, comme c'est un add-on, je ne vais pas avoir. Qui permet en fait de gérer des contrats centraux, hein, comme son nom l'indique, et qui peuvent être multi-sociétés. Là, vous êtes obligé de faire dans un environnement, alors cloud et private classique, des contrats mono-société. Alors après, vous pouvez aussi aller sur Ariba, mais comme ça coûte un bras et deux jambes, ce n'est pas forcément tous les clients qui peuvent se le permettre. Donc ici, donc, je gère mon contrat. Donc, même principe, on peut gérer des templates. Donc là, on va créer un contrat. On va avoir 4 types de contrats. Le contrat de type MK, le contrat de type WK. Et vous allez avoir aussi, si je remonte tout en haut, plus, alors c'est exactement les mêmes, hein, Value Contract CWK qui correspond à un Value Contract WK. Et Quantity Contract, c'est pour le PSO, Professional Services, pour PSE, Professional Services. Donc pareil, si vous êtes dans du Professional Services, vous avez tendance à l'utiliser. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce que c'est le Professional Services. On fera aussi un point sur ce cas de figure. Donc retenez surtout deux types de contrats cadres, le contrat en quantité, le contrat en valeur. Le point aussi qui est important, si vous créez un contrat en quantité ou en valeur avec un groupe de marchandises au lieu d'un article, il faudra que vos commandes d'achat soient sur un groupe de marchandises. Certains pensaient qu'en faisant en fait un contrat en quantité basé sur le groupe de marchandises et que tous les articles qui pourraient être rattachés à ce groupe de marchandises, je fais des call-offs sur ce groupe de marchandises, mais avec l'article. Et bien non, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut faire vraiment, vous avez un contrat en quantité, un peu comme un catalogue de références. Vous allez mettre toutes les références de ce contrat cadre. Donc là, edit. Donc, on va créer un contrat de type MK. Ici, donc MK, contrat en quantité. Je peux mettre éventuellement une référence de ce contrat-là, par un numéro de dossier. Hein. Donc là, comme on est sur du BNX, là, je vais mettre BNX. Donc après, toujours les informations comme dans une commande d'achat, organisation d'achat, groupe d'acheteurs, société et fournisseur. Donc là, rien de comme dans une commande, quelque chose de très basique. Donc je mets mon fournisseur, je mets mon groupe d'acheteurs, donc je vais reprendre le 001. Alors, comme c'est un contrat en quantité, la valeur target n'est pas du tout obligatoire. Elle l'est lorsque je suis sur un contrat en valeur. En contrat en quantité, c'est les engagements sur les articles que je vais renseigner ou les groupes de marchandises. On définit aussi la période de validité du contrat. Donc, on peut dire voilà, que ce contrat-là, il est valable pour un an. J'aurais aussi, pareil, hein, si j'ai un contrat avec un fournisseur hors Union européenne ou dans l'Union européenne qui ne gère pas la devise euro, hein, typiquement avec par exemple la Hongrie, j'aurai automatiquement le taux de change qui va s'insérer. Je peux bien sûr aussi ajuster les termes, delivery terms, l'incoterm. Je peux aussi ajuster les payment terms. Donc j'ajuste vraiment par défaut et SAP reprendra tout ce qu'il y a dans le contrat cadre. Après, point important, je vais dans la partie item et je vais renseigner l'ensemble des références de mon contrat. Donc là, je vais renseigner un article de service. Là, ici, non-stock good for consumption. Donc, on est sur un article de type NLAG. Je peux aussi définir, hop là, account catégorie qu'on appelle unknown. Ce qui me permet de définir que c'est au moment où je ferai la commande, je viendrai moi-même définir quel est le type d'imputation que je souhaite. Donc là, je pourrais très bien mettre ici Cost Center ou Asset, mais si je laisse U, ça me laisse les options de faire des call-offs avec de la consommation, si je veux sur un ordre interne ou sur un WS, comme je le souhaite. Donc ça permet de faire des call-offs
Quand je dis call-off, ça vous parle, hein? Pas du tout. Oui, Un Oui. call-off, c'est c'est ce qu'on appelle un appel sur contrat. Ah oui, d'accord. Voilà, donc on utilise ce terme-là à la fois côté achat, mais aussi côté vente. Donc quand je vais créer ma commande d'achat, je vais donc faire référence à ce contrat cadre. Mais rien ne m'empêche de faire des commandes d'achat, ce qu'on appelle hors contrat cadre. Mm. Je ne le conseille pas, hein, si à partir du moment où on a un contrat cadre, bah, on va consommer sur ce contrat cadre. Après, ce qu'on peut faire, hein, comme je vous l'ai déjà montré, c'est on pourrait derrière mettre un quota. C'est-à-dire que sur le NS 0001, je m'assure une pérennité à 90% sur cette référence-là auprès de mon fournisseur. Mais si j'avais un souci avec ce fournisseur pour des articles dont j'ai en stock ou en dehors de catalogue, ben, je me donne, éventuellement, je crée juste une fiche info achat sur un fournisseur tiers. Mais si on fait un contrat cadre, c'est que nécessairement, on a négocié un prix plus intéressant. Là, par exemple, là aussi. Aussi, qui est aussi intéressant de connaître, alors là, on peut le définir aussi. On peut aussi définir un contrat pour une division donnée. Donc, mais on peut aussi, si on ne renseigne pas de division, le contrat cadre sera valable pour l'ensemble des divisions rattachées à la société. Donc là, elle pourrait s'appliquer à toutes ces divisions. Donc là, je pourrais très bien. Et si je renseigne une division, vous l'avez bien compris, le contrat cadre ne s'appliquera que à la division, par exemple, 10-10. Autre point à savoir, si je vais donc dans mes conditions, quand vous devez gérer dans SAP un prix qui correspond à, par exemple, vous avez un tarif de 10 euros et, je vais vous montrer le cas de figure, 5, comme ça. Là, SAP va me dire qu'il ne gère pas 4 chiffres après la virgule. C'est vrai. Dans ce cas-là, ce que vous allez jouer, c'est que vous allez jouer ici sur ces éléments-là. Pour dire, alors si c'est 4 chiffres, bah, dans ce cas-là, je vais essayer de gérer, c'est 10, 54 quelque chose, ou si je veux dire tac, 40, 56, tac, tac, et ben, je vais jouer sur, c'est pour 1000 pièces, pour avoir le dénominateur. Donc si je veux 15,64 €, enfin, si je faisais par exemple 15,64, mais parce que ça correspond à 0,1564, ben, je vais dire c'est 15,64, c'est pour 1000, c'est pour 100 pièces. Ah oui, il faut mettre un. Voilà. Donc, à la question, quand vous avez plus de 4 chiffres après la virgule, vous allez jouer en fait sur la zone price unit pour plus d'une pièce. Et donc là, c'est-à-dire que si on fait le calcul ramené à la pièce, bah, c'est 15,64 divisé par 1000. Voilà. Ça, vous le saviez ou pas? Non. Non, je savais pas. Non. Donc, c'est le cas de figure où si demain on vous dit, voilà, moi j'ai un prix de 0,00 quelque chose, sachez que vous allez jouer sur ça. C'est pour ça qu'il s'appelle la prévue. Alors, c'est assez rare. Je l'ai vu qu'une seule fois chez un client qui gérait des fois des prix avec 4 chiffres après la virgule. Bon, voilà, ça existe. Hop là, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Alors, Faulty Explain. Donc, pareil aussi, hein, quand vous voyez aussi maintenant ça, hein, c'est-à-dire que c'est les réponses basées sur l'intelligence artificielle avec Joule. Donc, dès que vous voyez ces petits icônes-là, c'est que c'est une créée avec de l'intelligence artificielle. Donc ça va venir de plus en plus, hein, se greffer dans toutes les applications. Donc là, bah, vous le voyez aussi, hein, soit ici en faisant appel à Joule, donc pour discuter avec Joule, pour lui poser des questions et lui dire, bah voilà, j'ai un message d'erreur, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, typiquement, alors il pourrait nous dire, tac, tac, je lui pose la question. Donc là, après, le système va vous donner des éléments de réponse. Donc, il va nous dire, regardez, est-ce que c'est le country, la time period, catégorie, sous-catégorie ID. Donc, voilà, c'est les éléments.
Donc, pensez aussi progressivement à faire joujou avec Joule. Là, par exemple, il vous dit Item Category Not Allowed with Document MK. Donc là, par exemple, le item catégorie de type U, c'est géré en fait dans le PSE, donc dans le Professional Services. Qu'est-ce que je fais? On va faire le test. Je vais le gérer dans, par exemple, je change dans Professional Services. Je fais créer et on va voir. Alors, CMK non plus. Donc là, il me dit, alors, the combination document cap, CMK, item category. Alors, là, il me dit, toute opération, contrat, item category, material no, W material, system category, PO. OK. Jusqu'à maintenant, je pouvais le faire, ça. Bon, on va voir. Bon, bah, je reste un peu dubitatif. Parce que dans le scope item, ils nous disent bien account assignment catégorie U. On est sur un type de contrat CMK. Génial. Bon, bah, alors voilà. Donc, typiquement, si dans le scope item catégorie, effective price. Bon, de toute façon, ça ne laisse pas trop de doute. On va faire le test. Je vais item catégorie. Ah non, voilà, c'était surtout ça. Le standard. C'est bien le standard qu'il fallait mettre. Oui, par défaut, il l'aura ramené. Donc là, l'item catégorie, sur de la consignation sous de la sous-traitance. Donc j'ai mis du U. Je refais une petite create. Voilà. Alors, ouais, par défaut, il ne ramène pas le type, il ne ramène pas le type standard. Donc là, j'ai créé un contrat appelant. Donc je peux à tout moment aussi revenir sur Edit. Si je veux aussi, vous avez les boutons toujours un Joule, Summarize. Alors, une fois que le contrat est créé, c'est comme la commande d'achat. Là, ici, vous ne pouvez plus toucher au type CMK. Si vous dites votre contrat cadre, c'est une erreur, alors faites attention toujours le draft. Vous pouvez toujours mettre un motif de refus. Pour mettre un motif de refus, vous sélectionnez la ligne et vous mettez delete. Si éventuellement vous dites je veux reprendre le même type de contrat, je fais ici copie. Et je veux créer un type de contrat, par exemple MK. Je fais créer. Il me demande alors bien sûr de remettre la date de fin. Hop là, jusqu'à la fin de l'année. Et après, je sélectionne le contrat qui n'est plus bon et je mets un motif de refus, un delay. Alors, ça ne supprime pas de la base de données, je peux soit mettre un bloc et, en attendant de trouver la solution, ou je mets le delete, et après, je pourrais lancer ce qu'on appelle de l'archivage. Donc, sachez que dans le cloud public, l'équivalent de la SARA, pour ceux qui connaissent, la SARA, c'est l'application dans le GUI qui permet de faire de l'archivage. Donc, j'ai un contrat cadre. Donc là, si je regarde, j'ai mon contrat cadre. Je peux justement, alors, soit me dire, lorsque je veux que le MRP, alors ce qui est assez rare sur des articles qu'on appelle non gérés en stock, de passer par le MRP. Donc là, ce que je vais faire maintenant, si je veux créer une demande d'achat ou une commande, je vais créer cette commande, cette demande, en référence à mon contrat. Donc là, vous utilisez toujours se dire tout ce qui va être frais généraux, je vais utiliser les applications de création individuelle. Tout ce qui est en dehors du service des articles non gérés en stock doit être issu du MRP. Rares exceptions par des commandes manuelles, mais c'est des exceptions. Donc là, pour créer une demande d'achat, Managed Purchase Acquisition Professional. J'arrive ici, je fais créer. On regarde de bien déterminer la source automatique. Je suis bien sur un type de commande NB. OK. Je vais dans la partie item. Et donc là, je vais soit. Alors, je vous montrerai aussi un moment aussi comment gérer des catalogues dans SAP. Donc, je vais chercher la partie article. Alors, la différence entre material et services.
Material, c'est tout ce qui va être des articles, du HALB, du AWA, du RAW, du NLAG. Et vous faites le cycle avec, je fais une réception avec purchase good receipt for purchasing document, ou une livraison entrante. Dès que vous êtes sur service, là, vous êtes après sur le timesheet. Donc, vous n'aurez pas la même application pour faire la réception. Donc, le services, il faut déjà créer un article de type serve. Donc, SERV. Donc, sinon, le système va vous bloquer. Donc, ça, c'est la grande différence entre un article dit classique, donc de l'article ferve jusqu'à l'article non géré en stock. Serve, c'est vraiment un type d'article SERV. Donc, ici, je vais renseigner mon article non géré en stock. OK. Donc, on est sur la 10.10. On est bien sûr du standard. Je renseigne mon article. Il va me demander de renseigner une imputation. OK. Donc, je vais chercher ici dans Account Assignment Category, donc une imputation sur centre de coût. Après, il me demandera est-ce que c'est une imputation simple ou une imputation multiple. Donc là, on va déjà faire une imputation simple. OK. Alors, je pourrais déjà regarder ici. Alors, la quantité, une quantité déjà de une pièce. Hop là. Comme j'ai mis détermination automatique, on va voir si déjà le système, si je clique sur Assign Source of Supply, est-ce qu'il voit mes contrats? Bah oui, il les voit bien. Donc, il voit bien le 186 et le 187. Est-ce que je vois ici dans la typologie? Ah, c'est dommage qu'on ne voit que le source type, on ne voit pas que si c'est un contrat de type PSE ou pas. Donc là, j'aurais juste à sélectionner. OK. Donc, je renseigne les informations habituelles. Hein, donc, et on se rappelle, j'ai mis un type d'imputation U, ce qui me permet dans ma commande de définir si je veux une type d'imputation K ou tous les autres. J'aurais pu mettre ici, hein, au lieu de K, j'aurais pu mettre, par exemple, INIMO. Ça consomme de la même façon mon contrat. Donc, le système valuation price, hop là. Donc, ici, soit vous rentrez dans le détail, ou vous pouvez utiliser la petite roue pour dire, moi, je veux voir à partir d'ici mon code center. Je le vois ici, hein, je sélectionne. Hop. Donc, une quantité de 1, j'enseigne, hop là. Alors, je suis en train de regarder. Donc, ça, j'ai un centre de coût. Hop, mon centre de coût. Ah. Ou vous pouvez aussi aller à l'intérieur. Ça charge mon centre de coût. OK. Mon compte général, je le conserve. Je fais Apply. Je vais vous montrer aussi, alors donc, j'ai fait une première ligne qui pourrait être imputée sur un centre de coût. Je fais copie. Et dans le deuxième item, alors ce qu'on fait des fois, c'est qu'on remet une désignation différente hein, pour s'y retrouver avec un article non géré en stock. On change juste sa description. Cette fois-ci, je ne mets pas centre de coût et je vais chercher, par exemple, un WBS. Donc j'ai cherché, hop là, sur du project. Je vais dans hop là, la partie Account Assignment. Et cette fois-ci, au lieu de renseigner un centre de coût, je vais renseigner un élément, un OTP. Qu'est-ce que j'ai comme OTP? Hop là, on va regarder ce que j'ai. Est-ce que je tape que là, 10, 10. Est-ce qu'il y en a qui ont créé forklift, invest, invest, invest. Hop là. Donc là, j'ai à la fois donc, un poste 10 et un poste 20 qui sont sur deux objets d'imputation différents, mais rattachés au même contrat. Source of supply, j'ai bien l'élément de mon contrat. Donc,
j'ai une imputation. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Je pourrais rajouter, j'ai bien un centre de coûts, j'ai bien ces références-là, mon groupe d'acheteurs. Ah oui, donc, vous pouvez avoir dans votre commande, donc demande d'achat. Donc ici, des articles non gérés en stock. Et je pourrais aussi mettre ce qu'on appelle un limit item. Un limit item, c'est que je vais définir une enveloppe budgétaire. Donc c'est ce qu'on appelle un poste avec limite. Tout le monde a entendu parler? C'est l'équivalent d'une commande. Alors, ce qu'on avait historiquement dans les systèmes SAP ECC ou GUI, comme dans une commande de type framework, FO. Un contrat cadre, c'est un contrat avec une forte valeur. Je mets, quand je veux faire, par exemple, l'équivalent d'un poste avec une enveloppe budgétaire, ce qu'on appelle une enveloppe à faible valeur, je vais le définir uniquement en termes de la demande d'achat ou de la commande. Donc, au lieu de créer une commande de type FO, c'est un contrat à faible valeur, c'est par exemple les heures de ménage, de la maintenance, ben, je vais utiliser ce qu'on appelle le limit item. C'est un limit item, hein, il n'y a pas besoin d'article. Donc là, je fais par exemple créer. Je vais utiliser un groupe d'articles. Je vais définir une enveloppe budgétaire. Donc là, pareil, hein, 10, ça ne change rien. Là, je vais définir, donc c'est pour le même fournisseur, une valeur expected value, donc description, imputation aussi sur un centre de coût. Date de validité, pareil, je définis que c'est pour une période d'un an. Je mets le fournisseur désiré, hop là. Et là, surtout le point important, vous voyez, hein, c'est quelle est la limite? 105. Est-ce que je définis aussi, donc c'est soit là, c'est-à-dire que quand je fais un poste avec limite, je n'ai pas besoin de faire une réception. Je ferai directement la réception de ma facture. 105 euros, c'est la tolérance maximum que j'accepte. Donc si là, ici, je vais limite maximum et valeur espérée, je n'accepte aucune tolérance. Je pourrais très bien mettre, j'accepte jusqu'à 106 euros. Hop là. Bien sûr, ce poste-là, lui, il sera non rattaché au contrat. Quand on va aller voir après notre contrat, on verra bien que ce poste-là n'est pas rattaché à mon contrat. Donc, je définis aussi le compte général. Est-ce que j'ai bien tout renseigné? Hop là, centre de coût, pouf, pouf, pouf. Le groupe d'articles, c'est le plus important, puisque je ne renseigne pas au titre d'un article. Je remets aussi mon compte général. Ça doit être le compte 615 0000. Là, ça c'est bon. Et il va me demander quel est mon centre de coût. Je vais utiliser le même. Peut-être on va regarder finance. Non, non, celui-ci. OK. Hop. Alors, j'ai toujours un petit message d'erreur. Un groupe d'acheteurs. Alors, sur celui-ci, il ne m'a pas ramené le groupe d'acheteurs. Donc, on va regarder dans là, Contact Information, mon groupe d'acheteurs, celui-ci. Hop. Donc, toujours vérifier, hein. Bleu ou orange. Orange, souvent, ça va être par rapport à la date, puisque la date de livraison peut être respectée. Hop là. Et si tout est bon, j'ai plus qu'à sauvegarder. Fait. Maintenant, si je vais regarder mon contrat cadre, j'ai 2 pièces de consommé, donc je devrais avoir moins 2 pièces sur mon contrat. Je vais faire Manage Purchase Order, un Purchase Contract. Donc, on va regarder Edit Statut and Contract Type.
Hop là. Et on va mettre NS, NS 00001, DE, go. Donc, on voit sur le BNX. Donc, on va avoir dedans, alors, c'est bizarre qu'il mette la consommation, elle soit 0%. Item. OK, on va regarder sur consumption et leakage pour voir. Hop là, donc, soit il met du temps à charger. On se met sur le 186. Ah, et bien sûr, c'est là que vous allez dire, mais Michael, tu as juste créé une demande d'achat, tu n'as pas créé encore les contrats, enfin les commandes. Hein? J'anticipe les questions que vous allez me poser. C'était exactement ça. Ah ouais, c'est pour ça. Donc, pour ça, donc soit vous utilisez donc la transaction Process Purchase Requisition, voilà, celle-ci. Alors, ils ont laissé, hein, comme j'ai expliqué, le deprecated, parce que toutes les fonctionnalités de conversion des DA vers les commandes ne sont pas appliquées à la nouvelle application. Si vous avez un article qui est géré par QM, vous devez utiliser la deprecated, par exemple. Sinon, vous allez avoir un petit pop-up qui va vous dire que la fonctionnalité n'est pas encore couverte. Donc, c'est pour ça que les deux sont encore maintenus dans les nouvelles versions. Enfin, peut-être que sur la prochaine release, en 3 mois, vous aurez peut-être toutes les fonctionnalités qui sont présentes. Donc, la première chose, quand je suis sur la conversion des demandes en commandes, alors, et pareil, hein, si vous utilisez encore hein, les anciennes, par exemple les ME57, tout ça, hein, ça c'est les WebGIS, ça existe toujours dans le cloud. Donc, familiarisez surtout avec les applications Fiori. Pareil, familiarisez aussi avec Joule. Ici, ça, c'est que vous faites appel aux filtres classiques. Et là, c'est les filtres avec Joule. C'est comme si vous tapez un prompt. Tu vois, par exemple, moi, je lui demande Purchase Requisition Material NS001. Alors, est-ce qu'il ne manquerait pas un 0? Vous savez pas comment c'est magique avec l'intelligence artificielle? Voilà. Bon, après, oui, vous allez me dire, bah oui, en fait, il a juste regardé et il a mis en fait la zone NS001 sur le filtre. Mais voilà, donc petit à petit, comme ça vous aide à faire du prompt et à vous familiariser avec Joule. Moi, je trouve toujours ça intéressant hein, de commencer à utiliser de plus en plus Joule. Voilà, c'est bien marqué, un SAP Business EI. Donc là, j'ai mes demandes d'achat. Donc la 370, 325. On va dire, par exemple, created. On va bien voir. Voilà, il met requisition date. C'est quand même pas mal. Hein. Bon, je m'extasie peut-être pour pas grand-chose. Mais voilà. Sachez qu'après, vous n'avez même plus besoin de taper. Vous aurez juste à cliquer sur Joule et vous direz Joule, peux-tu me créer les demandes d'achat qui ont été créées aujourd'hui avec l'article NS0001? Vérifie bien que les fournisseurs sont bien attitrés. Et il le fera. Et vous n'aurez plus à le faire. Ça, c'est déjà dans les agents IA hein, que je suis en train de vous dire. Donc, je sélectionne mes deux demandes d'achat et je clique sur Create Purchase Order. Si la partie Create Purchase Order est grisée, c'est que la demande d'achat est peut-être soumise encore à approbation ou bien que vous n'avez pas de fournisseur attitré. Là, je sélectionne les deux éléments et je fais Create Purchase Order. Donc là, il va passer automatiquement
sur l'application Managed Purchase Order avec mes 2 items. C'est chargé. Je regarde surtout le type de commande. Ah, voilà. Non, mais du temps à charger. OK. Donc là, il me ramène bien la quantité ainsi que le prix issu du contrat cadre. Tout à l'heure, on avait ce qu'on appelle, on avait 1 euro, mais c'est correspondant au prix de valorisation. Au moment de la commande, le système passe sur le prix issu soit du contrat, et s'il ne trouve pas de contrat, il va voir la fiche info achat. Là, comme je n'ai pas repris le poste avec limite, je ferai une commande à part. Donc là, je passe commande. Là, je pourrais maintenant aller voir dans mon contrat cadre et je devrais avoir un pourcentage de consommation. Je retourne ici. Je ne note pas le numéro de la compte, je suis capable de la retrouver facilement. Je retourne sur gestion des contrats cadres. Vous voyez, maintenant, on est à 0,05%. Si je vais dans mon contrat cadre, que je retourne dans la partie consommation, donc là, je vais voir donc les appels sur contrat que j'ai fait. Pareil, je retourne maintenant sur Recent Activity, toujours Process Purchase Requisition. Je demande, alors, Purchase, alors, PR created, alors, par exemple, D, to convert, pour voir éventuellement si déjà ça, il est capable de voir que PR, c'est pour Purchase Requisition. Donc lui, il va juste regarder Requisition Date 21/04. Alors, note convertible. On va voir si déjà il exclut. Alors, RFQ. Alors lui, il a interprété ça comme RFQ. Donc bon, après, c'est comme tout, il y a peut-être des éléments à ajuster. Donc là, pof, 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 purchase complete. Donc, des fois, sinon, vous revenez à la bonne classique, hein. Vous regardez ici, vous regardez sur toutes les zones. Alors ici, c'est processing statut, pas édité. C'est-à-dire que toutes celles qui ne sont pas converties en commande. Donc là, j'en ai 18. Je pourrais regarder en fait Material Group. Donc c'est YB, je crois, de tête. J'avais mis YBMD00. Hop là. Donc j'en ai 2. Infela, c'est bien celle-ci. Donc ça, c'est ma commande avec limite. Je fais la même chose. Create Purchase Order. Donc ça correspond bien à mon poste 30. Je peux le faire dans une commande d'achat, mais j'aurais pu très bien tout mettre dans la même commande. Mais là, je cherche à dissocier les deux. Il va me ramener non pas dans item, il va me ramener plutôt ça dans item limite. Donc là, on retrouve bien item. Je peux très bien modifier ici, hein. Alors, pas nécessairement, mais je pourrais très bien modifier la expected value et l'overall limit directement dans la commande. Donc, j'ai ma commande avec limite. Ce qu'on peut faire aussi, comme on est sur cet atelier-là, comment faire aussi une modification en masse sur des commandes d'achat. Donc, vous vous rendez compte que vous avez mis le mauvais groupe d'acheteurs sur un certain nombre de commandes. Pas de souci. L'équivalent de cette application-là, c'est la même ASPO. Alors, la même ASPO, c'était l'application de masse pour les purchase orders dans les solutions GUI. Dans Fiori, vous avez Mass Change to Purchase Order. C'est exactement la même chose que fait la masse, hein. Pareil, si vous ne savez pas ce que c'est la masse, c'était une application qui est une application chapeau qui permet de modifier en masse plusieurs objets. Donc après, vous aviez dans des applications, on va dire,
individuelles, la XK99, la Mémacine, la Mémaspo, tout ça permettait de modifier la MM17, de modifier les fiches articles, etc. Donc là, dans Fiori. Donc, deux options. Soit vous cherchez à modifier le groupe d'acheteurs. Donc, le groupe d'acheteurs, c'est une donnée d'en-tête. Soit vous modifiez le poste. Parce que là, bah, vous sélectionnez ici soit Purchase Order Item, soit Purchase Order. Même principe, hein, vous avez toujours ici, si vous dites uniquement Purchase Order Created Today, hein, puis il met toutes les commandes d'achat qui sont entre le 21 et le 24, qui ont une date order. Donc il y a des gens qui ont modifié ça. Donc, pof, pareil, si je veux revenir à classique, je reviens ici sur mon écran et puis je peux bien sûr adapter les filtres. Donc là, je sélectionne. Je souhaite modifier en masse le groupe d'acheteurs. Je fais mass edit. Là, j'ai tous les champs. Je souhaite modifier en masse, par exemple, entrer une nouvelle valeur pour le groupe d'acheteurs. Je veux tous les modifier avec le groupe d'acheteurs, par exemple, 001. Je sélectionne 001. Je fais Apply Mass Change. Je vais avoir un petit boîte. Voilà. Là, ici, je pourrais dire Update Purchasing Group. C'est juste pour identifier après facilement mon job qui va être créé. Je fais Appliquer. Donc là, il va exécuter un job. Donc, j'ai juste à faire via job. Donc, dans le job, le système va me donner les informations sur les commandes qu'il est en train de modifier et éventuellement celles qui vont ressortir en erreur. Ce job, je le vois aussi, hein, il y a une transaction, une application plutôt unique pour suivre les jobs dans SAP. Hein, ça s'appelle Application Job. La SM36 et la SM37 n'existent pas dans le cloud public. Donc, c'est Application Job qui vous permet de suivre donc, ce job-là ou dans celles qui sont liées purement à je souhaite uniquement consulter le job sur la modification en masse. Voilà, c'est Monitor Mass Change. Donc là, je fais Go et je regarde. Donc j'ai une seule erreur message. Je regarde éventuellement. Et après, on peut consulter. Donc là, il vous dit, bah, tiens, celle-ci, il ne peut pas la modifier. Là, typiquement, vous regardez les messages. Sinon, il a pu traiter sans commande. Il a pu modifier sans commande et une seule en erreur. OK. Et je reviens en arrière. Je fais Go. Le système a bien aligné mes 100 commandes d'achat maintenant qui sont sur le même groupe d'acheteurs. Donc, création individuelle d'une demande d'achat avec contrat cadre, type d'imputation U. Je peux presque choisir au moment du call-off le type d'imputation. Maintenant, on va faire la partie réception. Ça, on l'a déjà vu, c'est super facile. J'utilise l'application PostGood Receipt uniquement pour, encore une fois, quand j'ai créé et que j'ai sélectionné Material. Si je fais Services, ça ne sera pas cette application-là. Là, même chose, hein, si je me dis c'est Inverland, alors là, je vais chercher soit le code du fournisseur, soit je m'en rappelle exactement les références, où je vais regarder, bah, ici, tiens, LS000. J'identifie mes commandes. Donc, moi, hop là, j'élargis. Je regarde, moi, j'ai créé avec le fournisseur interne. J'ai la 668, c'est bien celle-ci. Il va me ramener les deux postes. OK, là, j'ai les deux postes. Alors, contrairement à l'Amigo, ici, j'en fais NS001. Dans l'Amigo, vous pouviez, en fait, dans une même réception, aller chercher, parce que là, ici, hop, je vais quand même faire le test. Si je fais la 68 et si je vais chercher, alors il faudrait que je regarde, je le fais là, celle-ci, avec ce fournisseur-là.
175, ça doit être, est-ce que c'était la 2, donc je suis sur la 168, donc si on suit la logique, ça tape là, elle est tout en bas. Ce que je vais faire, 169. 69 peut-être. 70. J'aurais dû noter. Donc là, 160. Qu'est-ce que j'ai donc? Commande d'achat, et je vais essayer de voir par le groupe d'acheteurs, c'était YB, mince, je crois. Est-ce que je l'ai noté? Acheteur. YPM00. Voilà, là, c'était YPM00. Il ne voit pas quand je regarde par le groupe. Je tape que là sur Innerland. Alors, ça devait être celui-ci. Hop là, pour voir que les commandes d'achat sur ce fournisseur-là. Office Supply, ça doit être celle-ci. La SAP, contrairement à l'Amigo, vous ne pouvez réceptionner que pour une seule commande à la fois. C'est-à-dire que si vous dites je voudrais réceptionner sur au même moment deux commandes d'achat, vous devez faire traiter la première commande et après l'autre. Si vous voulez en fait traiter tout dans un même, ce qu'on appelle dans un seul document article, vous devez utiliser l'Amigo, qui vous permet de réceptionner une, deux, trois commandes d'achat en même temps. Pareil, c'est assez hypothétique, ça arrive, mais bon, si le fournisseur vous envoie cette information-là, bah, vous réceptionnez, hop là, le premier sur la commande, vous faites ça, et après vous allez chercher la deuxième. Donc là, on voit bien, c'est sur fonte de coût, donc là c'est bon. J'ai qu'une pièce, je fais sauvegarder. OK. Il me génère un document article. Le document article, je peux le voir, material, document, aujourd'hui. Ça, c'est pour voir les documents articles. Donc, issus de la réception. Maintenant, on va créer une facture fournisseur en référence à cette commande. Donc, si je regarde date aujourd'hui, go. Je pourrais limiter à dire je vois uniquement sur NS 001. Hop là, go. Donc, je vais voir mon doc article. Il y a deux items par rapport aux deux postes de ma commande d'achat. Je peux voir l'intérieur. Hein. Donc là, il a effectué un mouvement 101. Et donc là, ça va être, on va aussi voir la tête de la pièce comptable. Hein. Je vais voir dans Process Flow. Je regarde, je vois ici ma pièce comptable que je peux voir. Hop là, Display Journal Entries. OK, Line Item. OK. Donc, mon compte Good Receipt, Invoice Receipt, hein, ce qui correspond au 408. Et mon compte de consommation. Donc, on a donc, si j'étais sur un article géré en stock, j'aurais des comptes de stock. Ce qui n'est pas le cas sur un article qui est imputé sur deux coûts. Hein. Si je fais ici que je vais voir, un peu là, je le stock Cost Center. Hop. Donc, je peux avoir du Cost Center. Je crois que j'avais aussi du WBS. Hop là. Donc, je retrouve bien mon centre de coût et mon WBS. Okay. Donc, je cherche à réceptionner maintenant le contrôle réception sur ma facture. Encore une fois, jusqu'au 1er décembre, 1er septembre 2026. Après, nécessairement, tout passera par une plateforme agréée. PA. On n'utilise plus le terme de PDP, maintenant on parle de plateforme agréée.
Hop là, tac là, mais ce que fera aussi la plateforme agréée, hein, c'est tout simplement faire ce que je suis en train de faire. Hein. Hop là, saisir les informations. Donc, premier cas de figure, on va créer une facture fournisseur et tout est bon. Après, on fera le cas de figure où c'est pas bon. Donc, je fais ça, OK. Donc là, typiquement, le montant, ah oui, je suis vraiment un montant très, très, très faible. Hein, c'est 0,05. 0,05. Check. OK, ma balance. Si j'avais un gros écart, hop là, on le verra après. Hein. Ici, j'ai par exemple 4,95. Le fournisseur reconnaît son erreur. Bah, vous avez dans la partie ici ce qu'on appelle le Reduce Invoice. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure en préambule. C'est ce qui permet en fait de générer automatiquement un avoir. Encore une fois, il faut l'accord du fournisseur parce que ça génère automatiquement un document. Bon, dans les différents cas de figure, hein, sur la saisie de la facture fournisseur, vous avez la tolérance mini, en gros pertes et profits, donc, qui est par exemple un seuil. On dit que tout ce qui est en dehors de 1 euro ne tombera pas en blocage paiement. Deuxième cas de figure, ce qu'on appelle la tolérance, c'est-à-dire qu'on accepte que la facture soit un écart de 10 euros. Donc, on va ajuster le montant qui se trouve ici. On va toucher à ce montant-là par rapport versus le montant. Là, c'est le montant communiqué par le fournisseur. On va ajuster ici. Ça va mettre la facture en blocage paiement. Et le dernier cas de figure, c'est qu'on dépasse ce qu'on appelle la tolérance, qui devient inacceptable, et on va demander au fournisseur qu'il nous envoie une nouvelle facture. Après, au niveau de votre facture fournisseur, point important. Simulate. OK. Ça permet de voir sur quel compte va être ventilée ma facture. OK. Autre. Donc, j'ai post. Donc là, ça veut dire comptabiliser. Hold. Là, c'est vraiment un brouillon. Alors, ce n'est pas un préenregistrement, hein, c'est vraiment un draft, un brouillon. C'est-à-dire que je maintiens, même si dans SAP, vous avez cette notion de draft. Là, c'est maintenir. Vous avez le parc. Ça, c'est le préenregistrement. Le save as completed. Quelle est la différence entre park et save as completed? Park, c'est je fais vraiment un pré-enregistrement et save as completed, ça veut dire park and completed. C'est-à-dire que ma facture est préenregistrée et elle est considérée comme complète pour pouvoir être postée. Pourquoi il y a ces différents statuts? Parce que notamment avec la dématérialisation, demain, les factures vont arriver dans un statut parc, donc via la plateforme agréée. Les responsables, eux, viendront vérifier que tout est bon, ils le passeront en Save as Completed. Le Save as Completed, lui, sert notamment à la détermination des workflows. Le parc ne détermine pas les workflows d'approbation. Le Save as Completed, oui. Donc, par exemple, si je fais parc, je préenregistre ma facture. OK. J'ai un numéro qui va être généré. Donc, on va voir, elle va être dans le statut parc. Pour l'instant, je n'ai pas de pièce comptable. Attends. Donc, elle a le statut parc. Je l'ai préenregistré. Je passe après dans le statut. Attends, je vais sur Edit. À ce moment-là, par exemple, je peux, tout ce qui est, vous voyez, hein, tout ce qui est ici, je peux par exemple dire, ah bah tiens, je n'ai pas renseigné, par exemple, la banque. Je peux très bien, voilà. Donc là, je refais mon petit check. Et maintenant, je la passe en Save as Completed. Elle va changer et passer de, hop là, je retourne dans les données. Maintenant, elle a bien le statut Park and Completed. Si j'avais mis en place un flexible workflow, elle serait dans Invoice Statut Park and Completed
et ici, juste à côté, inapproval. Et donc, après, si tout est bon, je peux passer dans le statut post. Et donc là, c'est-à-dire, je transmets à la comptabilité. Mais vous pouvez... Alors, les plateformes agréées, à ma connaissance, pourraient très bien envoyer directement dans le statut post, mais je pense que la majorité des cas de figure seront dans le statut, en fait, à chaque fois parc. Les personnes en interne feront le contrôle avec le Save as Completed, et après, elle passera dans le statut posted parce qu'ils mettront en place un statut avec des workflows. Et donc là, maintenant, elle est posted. Si je regarde maintenant Journal Entry, donc là, c'est comme si j'avais fait l'équivalent d'une Miro. Donc, j'ai une pièce comptable qui est maintenant générée. Donc là, on va regarder la tête de la pièce comptable. Donc, j'ai bien, donc, si on regarde tout le flux, hein, ma commande d'achat, ma réception, ma réception de facture, avec mes deux items, et surtout, maintenant, ma pièce comptable, que je peux maintenant passer au lettrage, c'est-à-dire que je peux procéder maintenant au paiement de mon fournisseur. Est-ce que c'est clair notamment sur cette gestion-là, hein, autant le fait de créer, de passer par la partie Create Supplier Invoice va devenir quelque chose qui est obsolète, mais après la gestion des statuts sera importante à savoir hein, entre le parc et le Save as Completed. Sur le parc, on est vraiment sur un pré-enregistrement. Le Save as Completed, on peut aller après gérer dans l'application, comme on l'a vu la semaine dernière, Flexible Workflow sur Supplier Invoice. On le gère soit sur la partie bloc ou sur la partie park as completed. Ça, c'est sur déclenchement. Donc, avec les subtilités, hein, la BADI ou le responsable du centre de coût. OK. Est-ce que vous avez des questions? Ça peut être comme ça. Et demain, bah, on fera la partie notamment multi-account assignment, écart sur facture et plan de facturation. Moi, juste les plateformes là, de dématérialisation qui arrivent, Oui. elles vont mettre toutes les factures en parc. Ouais. Et dans l'entreprise, qui a accès à Supplier List Invoice pour vérifier? Je viens de discuter tout à l'heure avec un client, ça sera la comptabilité. Et on devra, et surtout que j'ai parlé avec ce service-là, hein, surtout le point qui est super important, parce qu'il y a un petit bémol dans tout ça, dans Supplier Invoice List. Dans cette application-là, il y a un bouton qui est hyper dangereux, qui s'appelle Release. C'est-à-dire que si la personne a accès à cette application-là, moi alors il faudrait que j'ai une facture qui soit pas, alors il faudrait que je regarde dans le statut, j'espère que j'ai peut-être du Park and Completed, par exemple. On va regarder, est-ce que j'en ai? C'est peut-être pas sûr. Si, parfait. Donc là, je suis dans le Park as Completed. Partons du principe qu'elle est soumise à approbation. Donc, elle part en validation. Hop là. Donc là, elle est dans le statut. Hop là. Je vais faire Save as Completed. Et je vais la poster. J'ai mis en place un workflow d'approbation. Si ici, j'ai mis un workflow d'approbation, le temps que quelqu'un, en fait, c'est le workflow d'approbation qui va passer le statut post. Bah, ici, je peux très bien forcer. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à un client. Je dis, mais vous mettez un processus d'approbation. Mais si la personne ici, elle m'a dit, mais est-ce qu'on peut forcer? Bah, je dis oui. C'est-à-dire qu'ici, en cliquant directement sur post, vous bypassez en fait l'approbation. C'est le même principe que si vous avez une facture qui est posted avec inapproval, mais que vous allez aller dans l'application, vous avez un petit bouton. On va regarder sur le statut, par exemple. Je ne sais pas si je vais avoir du inapproval. On va regarder. Adapt filter. Statut. Ouais, c'est ça. Approval statut. Où est-ce que je voulais voir? C'était ça. OK, go.
statut. Voilà, approval statut. Je ne suis pas sûr que j'ai... des factures qui sont en approval. Approved. Vous voulez bien me montrer. Ah, j'ai peut-être un autre moyen. R. Il y a deux applications qui vous permettent de bypasser. C'est par exemple celle-ci. C'est-à-dire qu'avec là, je peux lui dire, peux-tu me montrer, s'il te plaît, toutes les factures qui sont bloquées dans le système? Bien sûr, avec plaisir. Si vous avez les autorisations ici sur celle-ci, vous sélectionnez et vous dites j'approuve. Voilà. Donc il faudra verrouiller ici dans les autorisations que les personnes peuvent bien sûr consulter toutes les factures qui sont bloquées ou toutes les factures qui sont préenregistrées, mais qu'on ne donne pas les autorisations pour, en gros, unlocker. Parce que si à partir d'un moment, on a mis en place, par exemple, des statuts d'approbation, il ne faudrait pas qu'une personne, par erreur, puisse approuver quelque chose qui est soumis à approbation. Donc, Supplier Invoice List, oui, vous permet de regarder ce qui est Park, Save as Park, In Approval, donc ça, c'est une très belle application. Alors, celle-ci, on l'utilise moins, mais elle vous permet aussi de sortir toutes les factures qui sont bloquées. Et donc, si je comprends bien, c'est la compta qui relève vers les acheteurs ou les demandeurs, par exemple. Tout à fait. Alors, je vais t'expliquer clairement, parce que c'est un sujet qu'on a vu et que je pourrais vous en dire un peu plus. Par exemple, là, ce client-là utilise la plateforme agréée qui est CGDIM. CGDIM enverra donc la facture qui sera dans la solution préenregistrée. Ensuite, la personne, en fonction, donc la personne qui la comptabilité passera de Park à Save as Completed. Il y aura un processus d'approbation derrière, selon des règles qui sont internes à la société. Et après, une fois qu'elles sont soumises à approbation, donc quelqu'un va approuver cette facture, elle sera, donc le fait de l'approuver, va la passer en statut posted. Voilà. Donc, comment ça va fonctionner? La plateforme va envoyer une facture préenregistrée. La comptabilité en interne fera l'action de Save as Completed parce qu'elle aura contrôlé la facture. S'il y a un souci, ça partira en approbation. Peut-être le responsable comptable, hein, c'est-à-dire que tu vas avoir les assistants comptables qui vont traiter la partie Save as Completed et les différents responsables qui vont approuver, en gros, la transmission pour paiement. Voilà. Bien sûr, la facture pourra être rejetée. Et donc, il faudra prévoir aussi le retour vers la plateforme agréée. Voilà. Comment ça va fonctionner? C'est clair. Merci. De rien. Donc, vous avez, je crois, il y a quand même une liste je ne sais plus, si c'est une centaine de plateformes agréées. SAP fait partie des plateformes agréées. CGDIM et Esker, tout ça sont des plateformes agréées. Et si aussi vous êtes indépendant ou aussi freelance ou entrepreneur, vous espère que vous avez déjà souscrit à une plateforme agréée. Mm. Donc voilà. Donc là, pour le Public Cloud, soit vous utiliserez des iDocs pour faire la connexion avec les plateformes agréées, ou vous pourrez utiliser des API. Voilà. Je conseille plutôt des API. Voilà pour ce soir. J'ai une autre question, Michael. Oui, C'est sur la transaction qu'on a vue tout à l'heure, l'application. Mass Change Purchase Order. Je ouais. veux juste savoir, quand une commande est en flexible workflow, en attente d'approbation, est-ce qu'on peut la modifier en masse comme ça? Modifier en masse. Alors, par rapport au workflow, c'est ça? Oui, admettons que j'ai une purchase order que j'ai créée qui est en attente d'approbation Oui. dans un flexible workflow. Donc, est-ce que je peux venir comme ça la modifier en masse avec l'application qu'on a vue tout à l'heure? À partir du moment où tu vas modifier en masse l'ensemble des commandes, ça va réinitialiser le flexible workflow et elle sera renouveau soumise à approbation. Ok, ça marche. Il n'y a pas de blocage parce que c'est pas Non, approuvé. le système va te permettre de modifier la commande. La seule chose, c'est que tu vas voir après dans l'historique qu'il y a Cancel Flexible Workflow et il va refaire partir. Donc, si par exemple, tu avais 10 valideurs, il y en a 9 qui ont validé, tu modifies
par exemple, tu as le groupe d'acheteurs, bah, ça va réinitialiser les 9 approbations. Voilà. Ok, parfait. Merci. Donc là, voilà, celle-ci, elle est quand même pas mal. Donc après, vous avez la même chose sur les fiches info achat, les commandes d'achat, les demandes d'achat. Donc elles sont pas mal, ces applications-là, pour faire de la modification en masse. Donc voilà, sur cette partie-là. Donc demain, donc, comme je l'ai dit, la partie plan de facturation, facture avec écart et commande d'achat avec multi-imputation. Perfect. Merci. Ok, très bonne soirée. La vidéo sera disponible Bye demain. bye. Merci. Bye Toi bye. aussi, bonsoir. Bonsoir. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée.